Ce sont ces gens qui font don de leur corps à la science. Fourreau, le bout, j'aime bien voir pas savoir comment réagir. Regarde, c'est qui parle? C'était Tom Bombadil. Franchement, c'est dingue, non, pour votre qualificatif, trouvé, putain, non, pas des francs-maçons. Non, j'y arrive pas, oui, il s'agit d'une pratique qui s'en rapporte au cabinet de curiosité. Mais les cabinets de curiosité, ce n'est pas le cabinet de réflexion, ça n'a rien à voir. Justement, le cabinet de curiosité, c'est n'importe qui, hein, relativement bourgeois. Ah bah voilà, t'es là, toi. Bah j'y suis, oui, t'es là, bah viens dans le salon. Ah, attends, je vais essayer de t'inviter. Tac, 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 envoyer un message, je vais t'inviter. Dans le salon, tu auras un message privé sur Discord, Erwin, et tu vas pouvoir nous rejoindre. Mais le cabinet de curiosité, ce n'est pas un cabinet de réflexion. Un cabinet de réflexion, c'est vraiment... comment on appelle ça? C'est vraiment un endroit qui est fait pour réfléchir à la mort, à la vie, à qu'est-ce qu'on fout ici. Et voilà, quoi. C'est pas du tout... Enfin, ça n'a rien à voir avec un cabinet de curiosité qui, lui, est, par contre, voilà, plein de trucs chelous venus de partout. Et genre, ah là, t'as vu, là, j'ai une entrecôte de girafe. Et là, j'ai une bite de pan, quoi, tu vois. Et voilà, c'est autre chose. Pas la même chose. Cabinet de réflexion, c'est genre, t'as du sel, pardon. Excusez-moi. Ah, il y a écrit vitriol sur un mur. T'as une plume de corbeau pour écrire ton testament. Et voilà, t'écris ton testament à côté d'un crâne. Tu te regardes dans le crâne, tu fais être ou ne pas être. Voilà. Tu te mets un bandeau, tu vas. Ah, t'es à poil, tu te mets à quatre pattes, tu passes sous un truc si possible. Voilà, t'es content, t'as fait ton initiation, t'enlèves le bandeau, tu fais ah la lumière. Voilà. Ou sinon quelqu'un il pioche, il fait ah Black Boulet, dégage. Et voilà. Mais pas plus, pas moins. Ça n'a rien à voir avec le cabinet de curiosité. Voilà. C'est pas possible. Hein. Vraiment, moi je veux bien être gentil. Je ne peux pas cautionner. Voilà, je ne cautionne plus ce soir. Je ne suis plus patient ce soir. J'en ai marre. Et demain psychodélique. Sur un débat sur la transidentité avec des opposants à psychodélique. Radicaux. Ce sera dur, violent. Il y aura du sang. Lol, wow, stop. Non, la mort, c'est comme l'impôt. C'est la seule chose sûre dans la vie. Oui, c'est demain 19h, demain émission, 19h, demain émission. Si on obtient... t'es zinzin, t'en rends pas compte à la place que tu ça prend, je ne suis pas si gros que ça. Je sais pas de quoi vous parlez. Erwin Cabanac, bonsoir. Allô, m'entends-tu? On t'entend. Alors, je vais essayer de t'expliquer beaucoup de choses sur cette histoire en fait. Rassure-moi juste avant. Ça un tout petit peu les choses. Tu m'entends? Oui, je t'entends, mais ça n'a rien à voir avec les francs-maçons. Non, je n'ai jamais dit que ça avait bon. voir avec les francs-maçons. Parfait. En fait, la démarche de la personne qui fait ça n'a strictement rien à voir avec les francs-maçons. Ce qu'elle essaye de faire ou ce qu'elle essayait de faire avant était exclusivement en rapport avec les cabinets de curiosité. Les cabinets de curiosité sont en fait un mouvement qui a été créé au XVIe, XVIIe siècle par les personnes extrêmement riches des rois. Notamment, bourgeois, hein, en fait. Et pardonne-moi. Les bourgeois, on pourrait dire de chaque les bourgeois, époque, exactement. quoi. Tu as totalement raison. Et ces personnes-là essayaient de ramener à travers le monde des pièces exceptionnelles, des crânes de gorilles, de narvals, des défenses d'éléphants. La seule chose, c'est que au fur et à mesure, c'est devenu des musées. Et depuis quelques années, à cause d'Internet, c'est devenu une mode. Et cette mode a amené beaucoup de personnes, comme disait l'intervenant précédent, à vouloir un crâne de chat. Tous les gothiques, toutes les petites nanas habillées en noir voulaient leur crâne de chat. Et donc, elles ont incité certaines personnes déviantes, comme pouvait l'être Maud, à créer ce trafic-là, qui est parfaitement dégueulasse. La seule chose, c'est comment il s'organise ce trafic, du coup? Comment il s'organise, en fait? Alors, ce trafic-là s'organise, en fait, en tout cas de la part de Maud, d'une manière assez facile. Elle récupère chez des eucarisseurs des animaux qui sont voués à être brûlés. Et malgré que vous soyez tous écœurés par cette pratique, ces animaux sont voués à être brûlés pour servir à nourrir nos vaches. Oui. Pour la viande que l'on utilise dans nos McDonald's, pour les engraisser, la vache folle à l'époque. Voilà, et donc, elle récupère ces animaux-là parce que avec l'augmentation du prix de l'électricité, les eucarisseurs voient qu'ils ont un acheteur qui va leur acheter la dépouille,
et qu'à côté de cher. ça, ils ne vont pas avoir à payer l'électricité. Donc cette personne-là récupérait un max d'animaux chez ces eucarisseurs-là et ensuite les dépouillait. Et ce qui est problématique dans cette histoire-là, c'est que c'était à la vue de tout le monde. C'était sur Facebook en live. C'est ça qu'il faut lui reprocher. D'accord. Parce qu'encore, elle n'aurait fait que revendre les crânes de ces animaux morts, sans même se débarrasser des animaux dans sa forêt à côté de chez elle. Ça pourrait être compréhensible, parce qu'aussi, on oublie souvent que tous les manteaux que l'on a avec des fourrures autour du cou, ben, ce sont des chats, des chiens, sauf que le chat, ça va être un loup de Poméranie. Le chien, ça va être un loup de Poméranie. Le chat, ça va être un puma d'Alaska. Enfin, des conneries, mais ça reste quand même des chiens et des chats d'élevage. Votre intervenant tout à l'heure disait aussi que l'on pouvait trouver des crânes pour très très peu cher sur AliExpress ou tout ça. Effectivement, c'est 15-20 euros un crâne. D'accord. Là, ce qui est dégueulasse dans l'histoire, c'est qu'elle récupère des animaux que l'on souhaitait être enterrés, dont on avait la confiance qu'ils partiraient à l'eucarissage. C'est ça qui lui est reproché, c'est ça qui est dégueulasse. Mis en avant, quoi. Mis en avant et comment dire, normalisé quelque part à cause de Facebook, quoi, quelque part. C'est ça, c'est ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc comme je vous disais tout à l'heure, je suis taxidermiste de formation, j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Nous, les taxidermistes, on peut rentrer des lions, des tigres, des kangourous, tout comme elle. Sauf que nous, quand un animal meurt en musée, en zoo, un musée va nous dire vous allez recevoir la peau, vous allez recevoir l'animal entier avec les papiers, il va passer par vous, vous allez signer les papiers comme quoi il est chez vous, et après vous allez signer les papiers comme quoi il vient chez nous, et on a une traçabilité du moment où l'animal meurt jusqu'au moment où l'animal arrive en zoo. Ça peut être le cas pour un tigre, un lion, un panda, n'importe quel animal protégé. Là, elle n'a pas cet accord-là. C'est ça qui est écœurant et encore plus dans notre domaine. C'est qu'elle apporte l'opprobre sur des gens qui, comme nous, collectionnons légalement des animaux protégés où on est prêt à mettre des sommes folles pour savoir que l'animal n'a pas été tué pour cela. Et certains pensent que c'est lié à des pratiques sorcellerie, machin, tu vois, Dofla, c'est ce qu'il Alors, dit. pas du tout. Est-ce que, pas voilà, du tout. Voilà, c'est une vraie question. Pas du tout, parce que justement, j'ai connu Maude, je lui ai acheté un animal, une fois. Je me suis rendu compte que l'animal avait une provenance qui n'était pas celle que j'attendais, donc j'ai arrêté toute relation commerciale. Et par la suite, j'ai fait partie des premiers groupes qui ont commencé à se poser des questions sur elle. Et on a tous commencé à faire des recherches où on s'est tous rendu compte que elle, et uniquement elle, avait une pratique déviante. Mais ce que je peux vous dire par rapport à, en tout cas, l'interview d'Hugo Clément sur BFM TV, c'est que sa pratique, elle est unique. Ou s'il y a d'autres personnes, ces autres personnes-là ne sont pas connues sur Internet. Je suis modérateur des plus grands groupes de taxidermie, de cabinets de curiosité en France. Et cette pratique-là, c'est la seule personne qui pratique comme cela. D'accord, c'est la première. C'est la première que j'ai vue en 25 ans de carrière. Ben, braconnière par rapport à l'humanité des gens. Mais c'est pas. Enfin, elle pourrait récupérer des crânes de chevreuil ou de sanglier lors de chasse. Là, ça serait compréhensible. Là, ce qu'elle récupère, ce sont les compagnons des gens, oui. Des gens. C'est ça qu'on lui reproche. Mais même le fait... Comment dire? Parce que quand ça vient d'un zoo, imaginons, parce qu'il n'y a pas que les compagnons, j'imagine, quand c'est un panda, tu vois, voilà. C'est rarement un truc que tu as dans ton jardin, j'imagine, j'espère. Une girafe, voilà, genre, bah du coup, là, à ce moment-là... Alors, pardon, le cas de la girafe est passionnant. Actuellement, la cote, le prix d'une girafe est parfaitement coté de manière légale. C'est-à-dire qu'il y a actuellement des chasses qui se font de manière légale, que l'on soit d'accord ou non avec la chasse.
encore plus à la girafe qui est un animal qui est en grande voie de disparition. Mais l'animal est chassé légalement. On l'a tiré hors du braconnage. On a payé pour le tirer. L'argent est arrivé à la société de chasse et a participé au village. L'animal a été dépouillé, a eu ses papiers, arrive en France légalement. Les douanes nous mettent le tampon. Ce crâne de girafe, ça va peut-être vous paraître une somme ridicule, mais va valoir 800 € en France. D'accord. Avec les papiers. Juste C'est le quelque crâne. chose. Ouais, mais c'est que le crâne. c'est Juste pas mal, le en crâne vrai, de la c'est girafe. déjà beaucoup. À côté de ça, un crâne de gorille, qui est une espèce qui n'a pas le droit de rentrer en France parce que c'est une espèce excessivement protégée dont on ne peut pas avoir les papiers, vaut actuellement plus ou moins le même prix. La seule différence, c'est que lorsque l'on choisit d'acheter un crâne de gorille, on sait évidemment que notre choix amène à ce qu'un gorille soit tué maintenant par braconnage en Afrique. Oui, c'est ça, oui, ça implique. Ok. Mais ça coûte que Ça implique 800 la € mort d'un animal. Ça coûte que Ça 800 nous balles, coûte- du coup, c'est étonnant. Un- Je me serais un attendu crâne à de gorille. un prix beaucoup plus élevé, tu vois, du coup. Je me suis dit, Un truc de crâne de collection, gorille. quoi. Un crâne de gorille vaut 800 €, une peau de tigre vaut 2500 €. L'ivoire d'éléphant est coté actuellement entre 60 et 80 € le kilo. Ah ouais Euh, Ah ouais C'est voilà. que dalle tout, Ah ouais, voilà, tu peux et te faire tous ces- un jeu d'échecs pour 120 balles, quoi, limite, quoi. Exactement. Et tous ces prix-là s'entendent sans les papiers. Parce que, évidemment, avec les papiers, avec ce que moi je recherche dans mon travail, dans mes collections, ce qui fait que j'ai une collection ridicule, le même objet avec des papiers qui est légal vaut 10 fois plus. Bien sûr, bien sûr. Donc on est d'accord que l'ivoire légal, c'est possible, mais c'est extrêmement cher, du coup. L'ivoire légal, il y en a toutes les semaines, va-t-on dire. Voire tous les 15 jours, il y a des défenses de plus d'1 mètre qui sont vendues légalement chez Drouot, la maison de vente aux enchères, tout comme des crânes d'êtres humains qui Oui, sont voilà. anciens ou récents, Voilà. mais avec les papiers et la traçabilité. Pour les docteurs, Et là, les francs-maçons, quoi. Non, pour tout le monde. Ah, mais tu pour vois ce tout que le je veux monde. dire, oui, mais j'imagine Voilà. eux aussi, Si ça du coup. provient d'un docteur du 19e siècle, on peut le vendre si c'est passé par l'intermédiaire, ad hoc, par l'intermédiaire d'un commissaire-priseur, par l'intermédiaire d'un expert. Hein. Mais si on va acheter jour, on fera un ton morceau d'ivoire et autopracteur. que l'on ne peut pas prouver qu'il a été tué après 1947, là on est dans l'illégalité. D'accord. De plus, pour Maud, ce qui m'a posé problème aussi pas sur vegan, le live de BFM TV avec Hugo Clément, c'est qu'à la fin, il balance aussi assez facilement. Oh ben tiens, elle avait aussi des ossements humains. Ah. Mais balancer ça, c'est assez facile. Il faut le prouver dire après, quoi. Alors, prouver, non, parce que les ossements humains sont repérables sans même grande connaissance, mais il y a à nouveau une différence entre un crâne humain qui provient d'un médecin du 19e siècle, qui a servi à l'étude, dont le corps a été donné à la science, et un crâne humain qui peut provenir du 14e siècle, mais est extrait d'une fausse tombale ou d'une fouille faite par un archéologue, et là où le crâne a été extrait de ce que la personne avait choisi de reposer en paix, en pleine terre, et là où on lui vole son propre choix de continuer à rester en propre terre. Le respect des dépouilles et des morts. En tout cas, le respect du choix des vivants. Oui, c'est une question du consentement. C'est pour ça qu'on respecte le consentement des dépouilles, finalement. Après, on peut pas savoir en plus au 14e siècle, donc on va pas l'exploiter parce qu'il est mort il y a longtemps. Mais alors, il faut aussi imaginer que le trafic d'ossements humains, de crânes humains, est tout à fait courant. Et c'est la même chose. Un crâne humain actuellement vaut entre 350 €. Sortie de faux, c'est 700-800 €, parfaitement nettoyé par un médecin du 18e siècle, du 19e siècle. Ce sont des objets que l'on voit passer tous les jours sur eBay, sur le Bon Coin, Exactement. qui ne sont pas légaux, mais
comme il y a un flou juridique, on en laisse passer certains, on n'en laisse pas passer d'autres. Mais si le crâne que possédait Mahmoud venait d'un médecin, il n'y a pas de souci, on n'a rien à lui dire. Par contre, si ce même crâne vient d'une fosse, ce sont comme ces animaux. Elle n'aura pas laissé le choix ni aux propriétaires, ni aux animaux, ni aux êtres humains de choisir leur fin. Et c'est ça qui est vraiment problématique. Voilà. Maintenant, c'est quelque chose qui se démocratise aussi énormément en ce moment sur Internet, sur les groupes Facebook notamment, ce que je gère. Et notre réflexion en tant que modérateur est gênante. C'est-à-dire que on a récupéré en 4 à 5 ans des dizaines de milliers de personnes qui aiment, qui s'abonnent à nos pages, mais qui sont là par mode, qui n'ont pas les connaissances du cabinet de curiosité ou les connaissances que peuvent avoir un scientifique, un médecin, un vétérinaire pour comprendre les objets qu'ils voient. Quand on va avoir un crâne extrêmement rare d'un animal même protégé, on va se battre pour sauver la pièce historique. Oui, pour que ce soit alors que voilà, c'est ça, que ça soit muséifié. Alors que pour l'histoire et pas pour un collectionneur privé, quoi. C'est ça. Alors que quand on choisit d'acheter un crâne de chat, par exemple, parce que c'est l'item, enfin c'est l'objet qui se vend le plus facilement avec le crâne de corbeau, ben on ne se pose jamais la question de savoir si le chat ne vient pas de Chine, s'il n'a pas été tué pour être bouffé ou pour servir de pelure sur un manteau un peu mode, ou si le corbeau n'a pas été simplement tué par un agriculteur en le piégeant et en le tirant à la carabine salement. À la glu, je veux le délire. C'est ça. Je veux bien le délire. Le problème, c'est que si l'on demande, enfin s'il y a une demande, et ça c'est quelque chose que je ne peux pas retirer à Maud dans le peu d'interviews que je n'ai vues, parce que je n'ai pas encore vu les 2 épisodes. Mais ce que l'on ne peut pas retirer à Maud, c'est que dès l'instant où il y a une demande, il y a une offre qui se créera. Et elle n'a pas compris que l'offre qu'elle crée était ignoble. Mais qu'elle s'en fout, vu l'argent que ça peut rapporter, peut-être que malheureusement. Honnêtement, oui. Et si cette histoire n'était pas arrivée, elle s'apprêtait à changer de domaine, enfin à changer de niveau dans son propre domaine. Oui, elle voulait devenir fournisseur, quoi. Grossiste. Elle devenait fournisseuse et grossiste d'animaux qui étaient à un niveau plus dangereux, plus recherché, moins autorisé. Mais elle ne faisait pas ça, je pense, en ayant une pleine conscience. Elle est arrivée dans une passion à un moment sans avoir cette formation que j'ai pu avoir au CFA, enfin au CAP. Elle n'a pas eu cette formation pendant 2 ans où un patron t'explique les lois, où te dit que tel animal, un moineau dans la rue, peut te valoir des années de prison. En vrai, quoi. C'est plus une forme de fétichisme sur les objets un peu chelous, non? Parce que c'est ça qu'elle a l'air d'exprimer, elle. En tout cas, dans son cas à elle, il y avait un problème dont je me rends compte, parce que je n'en avais pas la vision totale, c'est qu'elle faisait aussi des lives de dépouillage, je voudrais pas choquer les gens qui n'ont pas encore vu mais elle démembrait les animaux en live. D'accord. Samedi matin. C'est légal ça sur Facebook? Alors, c'est quoi ce délire? C'est légal si l'animal est légal. Ouais, mais par contre, que l'animal soit légal ou illégal, c'est immoral. Ouais, mais tous les gens qui ont des kinks chelous, ils regardent en plus. Il y a quelques années, il y a un zoo hollandais qui a flingué un girafon et qui l'a fait dépouiller devant des enfants. Le zoo hollandais, il a fermé depuis
Il y a eu une telle shitstorm sur sa tête que, évidemment, il a fermé, parce qu'en plus, on se rendait compte qu'il produisait des animaux pour nourrir les tigres, les lions, Bon, je m'égare sur ça. Mais que ce soit illégal ou pas, qu'elle filme un dépouillage d'animaux sur Facebook, c'est immoral. Oui, Surtout ouais. lorsque l'on sait que l'animal a été aimé pendant 10 ans pour un Saint-Bernard par quelqu'un et que par hasard il peut se retrouver sans le vouloir sur Facebook à voir son animal se faire dépouiller. Et puis même des gosses qui voient ça et tout, c'est Ça, pas... Enfin, c'est chelou. Quoi. voilà, C'est juste chelou. ça, Quoi. c'est immoral. Ce n'est pas illégal, mais c'est immoral. C'est pour moi du voyeurisme. Alors j'ai une question à te poser. Déjà d'une, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce qu'on me demande le lien de ta communauté, si jamais. Voilà, c'est une question qui est posée dans le chat. Moi, je suis devenu, à cause de tous ces problèmes-là d'éthique, un simple collectionneur. Donc on peut me retrouver sur Facebook par mon nom, sans problème, et par Instagram. Mais je suis sorti de ce domaine-là parce que je n'accepte plus de cautionner l'ensemble de ces dérives-là. D'accord. Okay, voilà. C'est plutôt logique. Alors je vous mets le nom. Donc c'est Erwin Cabanac. Erwin, je vous mets ça, Cabanac, comme ça si jamais ça vous intéresse, malgré tout. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est... D'accord. Et alors qu'est-ce que tu penses du coup du traitement d'Hugo Clément de tout ça alors? Parce qu'il met en valeur finalement cette histoire, mais voilà. Dis-moi ce que t'en penses. J'ai plusieurs soucis avec Hugo Clément. Alors, ce n'est pas personnel, c'est par rapport à son travail évidemment. J'ai l'impression qu'il joue sur l'affect des gens et sur le spécisme d'un côté. Sur l'affect des gens, sur le fait que je ne suis pas sûr que si les mêmes faits avaient été faits sur des canards ou des porcs, il y aurait une telle émotion. D'accord. Il a joué sur les animaux de compagnie, quoi. C'est ça. Je suis pas sûr non plus que, en tout cas toujours dans le live de BFM TV que j'ai vu en rediffusion, il soit totalement ouvert d'esprit, c'est-à-dire justement qu'il ne parle pas de cette tradition des cabinets de curiosité, de cette tradition qu'ont les gens de collectionner certains artefacts de la vie passée. Et je suis aussi un peu circonspect sur ses paroles, sur le fait qu'il aime autant la vie animale, autant aider les gens, et qu'à côté de ça, il ait voulu créer un zoo vegan il y a quelque temps, où au bout de 3 mois, il y avait 2500 kilos, 2,5 tonnes d'animaux décédés, euthanasiés, au bout de quelques mois. Je trouve ça étonnant que l'on passe d'une shitstorm où l'on cache que les animaux qu'on a voulu aider dans un zoo soient cachés à une autre histoire où on va mettre en faillite des eucarisseurs malveillants, une personne malveillante, mais pour peut-être faire oublier une autre histoire auparavant. Je n'aurais sûrement pas eu cette idée-là si sa réflexion ne s'était pas totalement fermée lorsque l'on parlait de la taxidermie, ou s'il n'avait pas évoqué justement ce fait que la tradition des cabinets de curiosité a amené à tout ce qui est le musée à notre époque, à tout ce qui est la muséographie. Bien sûr. C'est ça qui me dérange. Il aurait construit son sujet sur une réflexion et pas sur une émotion. Je me serais dit, waouh, ça c'est un lanceur d'alerte. Là, j'ai l'impression qu'il joue sur le buzz et l'émotion des gens. D'accord, très bien. Mais à nouveau, je suis taxidermiste et passionné par ce domaine-là, donc je n'ai peut-être pas l'ouverture d'esprit qu'il faut. Enfin, je suis pas objectif probablement, mais je trouve ça problématique de mettre en lumière une dérive tout en disant qu'il existe beaucoup d'autres dérives similaires actuellement, ce qui pour moi est totalement faux.
Tiens, alors j'ai une question qu'on me pose dans le chat. Je profite de ta présence et de tes Bien sûr. connaissances. On me dit, très vrai Erwin, mais sinon, un avis sur le business des musées d'histoire naturelle. Alors je ne sais pas forcément de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a des business un peu Alors, douteux? Qu'est-ce qu'il veut dire? alors en fait, il peut y avoir plusieurs choses dans ce sujet-là. Le business des musées d'histoire naturelle, alors, malheureusement, c'est là que l'on continuera à avoir des espèces qui vont disparaître en très peu de temps, dans les quelques années, les quelques décennies qui suivent. Donc, sans eux, on ne se rappellera plus, hormis l'image télévisuelle, médiatique de certains animaux. Ils protègent quelque chose que l'on aura détruit. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. À une période, on a tué énormément d'animaux protégés parce que l'on souhaitait les naturaliser et les présenter au public. Il nous faut un panda quand même, hein, s'il vous plaît. Alors un panda, Non, je mais plaisante. même un panda, il y en a eu récemment, j'en ai connu 2 de vendus. Il me semble un par Drouot, un par Dérolle, le grand cabinet de curiosité de Paris, rue des Bacs, et un deuxième en tapis qui lui est passé, je crois, chez Drouot. À des sommes astronomiques, on est d'accord. Un tapis Mais panda, quoi? Genre, c'est légal, ça? un tapis alors, c'est légal parce qu'il avait été récupéré en 1880, quelque chose comme ça, et que l'on peut suivre son histoire, sa traçabilité, que l'on a les papiers, que les experts nous ont donné les CITES. Donc le gouvernement, l'État, les douanes nous ont donné les CITES ad hoc. Les CITES sont le papier qui nous permettent de posséder, de revendre ou non l'objet. Pour revenir au musée, il faut savoir que maintenant, les animaux un peu exceptionnels comme les tigres, les lions, les pandas roux, les manchots, les flamants roses, dès l'instant où ils meurent dans un zoo ou dans un cirque, l'animal, quand il meurt, le zoo, le cirque, va le congeler de suite et va contacter tous les taxidermistes et tous les zoos de France et de Navarre et leur dire voilà, j'ai tel animal, il a ses papiers, je vous le propose à temps. Maintenant, est-ce que vous voulez l'acheter ou non pour pouvoir le revendre à tel musée une fois qu'il sera travaillé de manière légale. Donc là, on ne détruit plus la faune sauvage, on ne fait quasiment que récupérer des animaux qui proviennent d'élevages légaux. Pour les musées d'histoire naturelle et pour les musées ethnographiques, il y a un autre problème, puisque l'on a parlé aussi de crâne humain. Il y a le fait que la période ayant changé, on arrive à un moment où voir un crâne de pygmée dans une collection, un crâne de néo-zélandais dans une collection, un crâne givaro, un crâne réduit dans une collection, une momie telle que la Vénus hottentote, une femme noire qui avait des seins énormes, des fesses énormes, n'est plus acceptée et n'est plus acceptable à notre période. D'accord. Donc ces objets-là, on peut aussi se dire, ben voilà, puisque maintenant on n'est plus en adéquation avec la période, il y a 150, 200 ans, cette période coloniale est profondément raciste, on choisit enfin de rendre ces artefacts aux pays qui en sont les véritables propriétaires et leur dire, voilà, vous choisissez maintenant de les réenterrer ou non, de les exposer ou non, d'en faire ce que vous voulez. Ça, c'est éthique. C'est une démarche que l'on a petit à petit. Maintenant, toujours dans le cas ne serait-ce que de la Vénus hottentote, donc c'était une femme, cette Vénus-là, j'en parle parce que c'est une femme qui avait été naturalisée, empaillée, parce que justement elle avait des gros seins et des grosses fesses et qu'elle représentait la négresse difforme. Donc on l'a naturalisée aussi pour se moquer d'elle. D'accord ? Nos musées ont rendu cet objet incroyable et que l'on n'aurait jamais dû créer au pays d'origine. Mais il a aussi été réinhumé dignement comme il le méritait
Cependant, on peut aussi se poser la question de cet objet-là ne pourra plus jamais servir à la science et à la conscience et à l'éducation. Ouais, je comprends bien, il n'y aura plus la transmission, effectivement, dans ce cas-là, par contre. C'est effectivement, il n'y a pas le N-word, vous inquiétez pas. L'intervenant fait-il ce métier à plein temps? Alors non, je faisais ce métier jusqu'à quelques années et par éthique, j'ai choisi d'arrêter. En tant que taxidermiste, on a plusieurs choix. On peut continuer à travailler avec les chasseurs qui vont aller tirer un chevreuil, un sanglier, un renard, et faire toujours la même chose et savoir qu'on travaille avec un animal qui a parfois été tué uniquement pour faire un objet qu'on va mettre sur une cheminée. Ou alors, on a la possibilité de travailler pour les musées ou pour les décorateurs ou les photographes de Vogue, des photographes qui travaillent avec des mannequins de renommée internationale et leur créer des pièces exceptionnelles. Au moment où j'ai dû faire un choix, la voie des taxidermies exceptionnelles n'était pas encore à la mode et ne me permettait plus d'en vivre, simplement. Et donc, comme je n'acceptais pas de ne travailler uniquement qu'avec des chasseurs qui faisaient des trophées, je me suis dit, je vais aller dans autre chose, et j'ai choisi de planter des plants, enfin de devenir jardinier jusqu'à ce que j'ai un accident. D'accord. Mais je continue par contre à avoir un cabinet de curiosité. Et comme je le disais tout à l'heure, un cabinet de curiosité, c'est vraiment une démarche, une mode actuelle qui n'a rien d'alchimique, qui n'a rien de franc-maçonnique. On peut avoir un objet de la franc-maçonnerie, on peut avoir un objet qui va évoquer l'alchimie, mais on est surtout là pour essayer de montrer des curiosités, de créer un univers relativement proche du steampunk par exemple, et créer une pièce où on va essayer de proposer des objets quand les gens vont venir. Oui, tu les vois jamais ailleurs, quoi. Là, c'est ce qu'on voit à l'image, par exemple. C'est assez... voilà, c'est... Alors, attendez, je vous mets dans le Discord, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est joli, non seulement on les voit, des jolis trucs, non seulement on ne les voit jamais ailleurs, mais le but ultime, c'est que ça inspire la curiosité à l'autre. C'est que l'autre personne te dise qu'est-ce que c'est que ça, et que là, tu prennes un objet qui soit concret, que tu aies dans les mains, et tu lui montres, et que tu lui racontes une histoire, qui soit une histoire historique, ou une petite histoire, ou quelque chose de totalement inventé. Mais que tu puisses... Là, on voit des vrais objets, effectivement, et puis on voit qu'il y a des trucs qui sont... Alors là, par exemple, c'est avec un peu de bijouterie, hein, finalement. C'est assez impressionnant, parce qu'il y a beaucoup de choses, quoi. Ça fourmille. C'est pareil. C'est très joli, quoi. Par exemple, nous avions parlé plusieurs fois des crânes humains. En France, la loi sur les crânes humains est un peu bâtarde. On n'a pas le droit de posséder des crânes humains qui n'ont pas été médicalisés, donc pas passés par des médecins et des entreprises ad hoc. Par contre, dans d'autres pays, c'est totalement légal, notamment en Amérique, dans certains États, pas tous, selon la législation. Il existe des artistes qui font des bijoux à l'aide de morceaux de crâne humain. Et ce sont des grands artistes reconnus dans leur domaine. Mais on n'a pas la même vision chez eux que l'on peut l'avoir chez nous en Europe. La mort n'est pas la même vision des choses. Bien sûr, oui. On n'a pas la même culture, la même appréhension. Exactement. Même de l'art, malgré tout, parce que l'art, la mort c'est ça. aussi, côté transcendance. Tu parlais aussi tout à l'heure de mamie, savoir si tu avais le droit de garder ou non. Mais voilà. Mais par exemple, mamie, dans les pays océaniques, dans les pays asiatiques, même il me semble que dans les Amériques andines, ça doit être le cas. On garde mamie à côté de soi et tous les ans, on va voir mamie dans son tombeau et on retourne mamie. Ou on lui change ses vêtements, ou on la fait sortir de son cercueil pour la promener. Et on danse avec. Dans le village.
Et ce sont des Tom, il doit faire coutumes une gueule là, il doit se dire mon dieu. sauf que ce sont des coutumes ancestrales qui existent toujours. On a toujours momifié nos humains, que ce soit en Égypte, en Chine, en Irak, même en Angleterre, hein, dans les tourbières anglaises par exemple. On a toujours conservé nos humains. La conservation, enfin, en fait, c'est cette peur de la mort que tout le monde peut avoir. La conservation d'un corps animal ou humain est l'une des premières choses que l'on a toujours cherché à faire. Le seul problème, c'est que maintenant, on ne veut plus voir la mort. On la cache, bah ouais, parce qu'on peut pas la transcender, donc on se cache, quoi. Bien c'est sûr. De... Et on arrivait à même cacher la mort au plus profond dans ces dernières années. On interdisait d'aller se recueillir sur les morts pendant la période du Covid, ou se dire ce seul moment où ils ne vont même pas nous contaminer, on peut même pas leur dire adieu. Mais ils sont morts. On arrête. La plupart des gens aussi qui sont offusqués par ça, c'est parce qu'ils ont peur de voir cette mort-là, d'être confrontés à quelque chose qui est réel, qui est tangible. Effectivement. Ah, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Alors, pareil, j'aimerais revenir aussi sur une autre chose. C'est que si tu évoquais plusieurs fois la franc-maçonnerie, on peut revenir sur un principe. Alors, je ne m'y connais absolument pas sur ce domaine-là, mais je pense qu'il y a un parallèle à faire. En tout cas, dans les cabinets de curiosité, on utilise souvent deux termes qui sont memento mori. Rappelle-toi que tu vas mourir. Mais le pendant de memento mori, c'est memento vivere. Rappelle-toi que tu vas vivre. Et étrangement, dans ce domaine des collectionneurs de cabinets de curiosité, qui ne sont pas des dérangés du bocal comme peut l'être Maud ou bien d'autres personnes bien crépies ou bien cringe, eux, le fait de s'intéresser à la mort va leur permettre de comprendre qu'ils sont toujours en vie, que la mort c'est la fin. Le seul moment où on peut vivre, c'est la vie. Il faut pas se projeter sur après, ne pas avoir peur d'après, parce qu'il y a peut-être pas d'après. Et puis de toute façon, quand tu te confrontes à la mort, t'as une vision qui est proche de l'initiation maçonnique, de toute façon, parce que c'est forcément une sorte de préparation aussi à la vie comme à la mort, enfin avant la mort. Avant la mort, Valère Morghoul, c'est pas forcément la peur, mais du dégoût. Mais je vois pas l'intérêt. Enfin, le dégoût de la mort. En fait, la mort, je vois pas pourquoi ça dégoûterait. En fait, je comprends qu'on soit dégoûté, que quelqu'un soit malade, souffre, etc. Mais la mort, c'est la mort. Enfin, de toute façon, enfin, Alors, la mort qui dégoûte. Mais vas-y. Zio, est-ce que je peux évoquer quelque chose d'un tout petit peu plus personnel dans ce cas à propos de la mort? 2 secondes. J'ai eu un parcours très compliqué, très proche du tien, je pense, à une période. Et j'avais forcément, à une période de ma vie, cette attirance de la mort. Quelque chose de romantique 19e siècle, très victorien, où la mort était romantique et où je voulais savoir ce que c'était que la mort. Et j'ai tout fait pour y arriver à la mort. J'ai tout fait pour y arriver et je me suis tué. Je me suis vraiment tué. C'est-à-dire que à 32 ans, un infarctus de crise cardiaque, un triple pontage coronarien, etc., etc. Je vais pas en rajouter. Sauf que je l'ai vraiment vu la mort. Je me suis retrouvé 18 jours coma. J'ai eu 18 jours pour comprendre ce que c'était là-haut, en bas. Mais quand je suis revenu, je me suis dit putain, ça existe, ça existe vraiment. Mais je croyais que ça n'existait pas, donc c'était beau de fantasmer sur elle, mais maintenant que ça existe, putain, je sais ce que c'est que mort. Je l'ai vu, mais j'en veux pas. C'est maintenant que je veux vivre, c'est maintenant que je suis vivant. Il m'a fallu 3 ans pour sortir de mon... Surtout qu'il y a pas grand-chose. Il m'a fallu 3 ans pour sortir de mon fauteuil roulant. Mais maintenant, qu'est-ce que j'aime la vie, qu'est-ce que c'est beau. Et c'est ça qui nous fait comprendre
quand tu vois un crâne humain, tu vas te dire, bah, je vais tout faire pour pas arriver dans son état là, enfin dans son état de mort, ou alors je vais tout faire pour remplir l'intérieur de ce vide qu'il y a dans ce crâne humain avant que je sois dans cet état là. Il te permet de savoir que tu es en vie, ce crâne humain. Te fait réfléchir. C'est ça. C'est le principe de la maçonnerie, hein. Être C'est ça. face à soi-même, Ça. façon de parler. Et c'est sur ce point-là où je peux comprendre qu'il y ait des différences. Maintenant, dans cette histoire-là, évoquer des rites maçonniques ou alchimiques, connaissant Maud pour avoir discuté relativement On est longtemps loin, ouais. avec elle, elle est très très loin de ça. C'est plutôt une personne qui avait trouvé une audience, la possibilité d'être vue, d'être reconnue, d'être aimée, sans se rendre compte du mal qu'elle pouvait faire et des dérives Ça. qu'elle L'argent, mettait le en pouvoir, place. la notoriété, quoi. C'est les trois. C'est ça. C'est les trois. C'est C'est les trois ça. qui sont souvent En présents pour les dérives. Elle pouvait gagner des sommes d'argent relatives, enfin, intéressantes, mais c'était pas non plus des dizaines de milliers d'euros, mais ça la sortait à une période d'une condition qui l'a beaucoup aidé dans la vie. Donc forcément, elle s'est dit, voilà, ça me paraît honnête. Mais elle s'est pas posé la question de savoir si ça l'était pour les personnes à qui elle avait volé les cadavres et si c'était honnête éthiquement par rapport à qui elle les revendait. J'entends bien. Eh bien, Erwin, je te remercie de ton Voilà. témoignage. Je te remercie énormément aussi de m'avoir Ouais, pas de écouté. souci. C'était très Je trouvais intéressant. important. C'était très intéressant d'éclairer un petit peu, parce que voilà, j'avais survolé cette actualité. Bah, je te remercie d'avoir apporté plus d'éléments sur tout ça. Puis bah, je te souhaite Je une te bonne remercie soirée. énormément, Zio. Merci beaucoup. Et puis bah, bonne À soirée. bientôt. À bientôt. Au Alors revoir. du coup, bon, au revoir à toi. Pardon, j'ai muté assez rapidement son avis sur. Désolé, oui. C'est quoi son pronom sur. Alors son pronom à l'intervalle c'est il. Ne vous inquiétez pas, c'est la voix qui est un petit peu aiguë. C'était très intéressant, très intéressant. Je pensais pas qu'on irait aussi loin dans le sujet. Donc voilà. Ça vous intéressait malgré tout, même s'il y en a qui sont allés se coucher. Bon. Merci.